Marine Diaye, mon cœur à l'étroit. A-t-on offensé la vilaine fée? 2 jours plus tard, je téléphonais à Gladys de mauvaise grâce. C'est l'un de ses enfants qui répond. Quand j'ai fini de me présenter, elle pousse un cri et laisse le téléphone. Plusieurs minutes s'écoulent, silencieusement, je ne bouge pas, le combiné contre l'oreille, ayant admis à présent que les réactions les plus incongrues répondent à celles de mes actions parmi les plus ordinaires. Je me tiens devant la grande fenêtre du salon et je vois tomber la pluie dans la rue Esprit des Lois et en face les murs noirs, les balcons auxquels plus aucun de nos voisins n'apparaît en ma présence. Il me semble également que dans notre immeuble, plusieurs personnes ont déménagé. Car où sont passés les Foulques, les Dumez, les Berthaud, tous ces couples d'excellents et paisibles voisins qui, 8 mois auparavant encore, se pressaient dans ce même salon, coupe de champagne à la main, pour fêter la naissance de ma petite fille. Nous avions invité tout l'immeuble, à l'exception de Nogé. Maintenant, je ne vois plus ses voisins. Je ne les entends plus, et il me semble en outre que leurs voitures manquent dans la rue. Nous sommes-nous trompés alors, en méprisant Nogé, et en distribuant abondamment à tous les autres divers témoignages de notre cordialité, de notre estime non dénuée d'une certaine condescendance? Oui, c'est vrai. Ange et moi nous sommes toujours sentis vaguement supérieurs à nos voisins, à nos collègues. Quant à Nogé, indubitablement, c'est presque de la haine, cet écœurement nauséeux qu'il nous a inspiré. C'est toi, Nadia? Fait encore la voix de Gladys. Fait enfin la voix de Gladys, une voix lointaine et voilée, comme si Gladys avait pris la précaution d'interposer un tissu entre sa bouche et le téléphone. Oui, c'est moi, dis-je. J'ai causé une sacrée frousse à ton garçon, non? Celui qui a décroché. Gladys ignore mon ton plaisant. Elle reste silencieuse. Un frisson me parcourt la nuque. Je me tourne rapidement vers l'entrée du salon, mais je ne vois personne. Je ne peux cependant en conclure que je suis seul dans la pièce. Vous n'êtes pas venu voir papa, dis-je. Non, dit Gladys, après un temps. Sa voix est de plus en plus ténue. Je continue avec effort. Elle ne va pas bien du tout. Il ne va pas bien du tout. Je m'en doutais, dit Gladys. Elle ne répond qu'après quelques secondes de silence, comme si ma propre voix avait besoin de ce temps pour l'atteindre, ou comme si elle ne pouvait envisager de me parler qu'après avoir pesé chaque mot, chaque intonation. Pourtant, me dis-je, quel usage cruel pourrais-je faire des propos de Gladys? Vous aviez promis de revenir, dis-je, un peu perdu. C'est tout de même singulier. Nous apprenons à nous détacher de lui, dit Gladys. Sa voix devint presque inaudible. Je crie dans le combiné, effrayé, soudain, car je sens que cette conversation sera la dernière, que Gladys ne répondra plus à mes appels. Hé, Gladys! Eh bien, dit Gladys, je crois que je vais raccrocher à présent. Attends, il faut que vous sachiez, toutes les deux, que je vais partir. Les larmes me brûlent les yeux. Je reste droite, néanmoins, regardant la pluie violente, afin de ne pas donner à l'être qui certainement se dissimule, dans mon salon, le plaisir de me voir m'effondrer. Oui, fit Gladys, de plus en plus éloignée. Partir, tu dis? Je vais rejoindre mon fils. Mais oh, Gladys, je dois laisser Ange, il n'est pas en état de voyager. Je parle très vite pour retenir Gladys, encore un peu, cette femme que j'ai si souvent souhaité ne jamais être obligée de revoir, quand elle nous rendait visite et que son hostilité, son pragmatisme, sa sainteté affichée, m'exaspéraient. Ange restera sous la garde de notre voisin, dis-je avec un sentiment de honte intolérable, mais il faut que vous veniez le voir, vous occuper de lui. Sinon, mon Dieu, je t'en prie, Gladys. Je raccroche maintenant, j'ai des enfants, tu sais. Oh papa n'aurait jamais dû se mettre avec toi. Je raccroche. Tu viendras, Gladys? Je presse si fort le combiné contre mon oreille que celle-ci est toute meurtrie. De l'autre côté de la rue, je vois alors se soulever le coin d'un rideau. L'étudiante chinoise qui habite là, juste en face de chez nous, et que j'ai cessé de croiser sur le trottoir depuis de nombreux mois, au point que je l'ai cru partie à son tour.
colle son front à la vitre. Nos regards se rencontrent. Elle m'adresse un bref sourire. J'en suis réconforté, au-delà du raisonnable. Je me rappelle que cette jeune fille avait l'habitude de circuler entièrement nue derrière le fin voilage de ses rideaux, et qu'Ange, la voyant, aimait dire en tournant la tête avec irritation. « Cette petite pute, pour qui elle se prend? Si elle continue, je lui envoie les flics, moi. » Voilà les paroles qu'Ange tirait un certain plaisir à prononcer, mais me dis-je, qui d'autre que moi a pu les entendre? Cette impression que j'ai d'une présence rancunière, tapie dans notre salon, elle est récente. Auparavant, nous n'étions que tous les deux, Ange et moi. Et on ne peut me soupçonner, moi, d'avoir colporté certaines déclarations d'Ange, car je suis une femme discrète, voire taciturne, en présence d'adultes. J'entends alors la voix de Gladys, qui s'évanouit, qui s'éteint, comme soufflée par un vent plus puissant qu'elle. Je suis en train d'oublier mon père, et Priscilla aussi l'oublie, dit Gladys. On n'a pas le choix, tu sais, pas le choix. Pour lui également, ça vaut mieux. Pourquoi est-ce que ça vaut mieux pour lui, je m'écrie. C'est trop tard, comme je l'avais craint. De l'écouteur ne me parvient plus que la sonnerie longue des absents. Je m'accroche tout près de la fenêtre et scrute la pluie pour tenter d'apercevoir de nouveau l'étudiante chinoise derrière sa vitre. Je ressens encore dans tout mon être la consolation que m'a procuré son sourire pourtant rapide, presque imperceptible. Ange, mon cher Ange, n'était-il pas excessif en détestant cette fille, comme il la détestait simplement, parce qu'elle aimait à montrer son joli corps dévêtu? Il a fait une fois le geste de la gifler, levant le bras bien haut devant la fenêtre, une expression terrible sur le visage, pour lui signifier une bonne fois pour toutes que sa nudité l'offensait, au point qu'il ne pouvait plus maîtriser sa fureur. Et alors, cette fille en a-t-elle été impressionnée? Elle a paru surprise. Puis, elle a baissé les yeux vers sa poitrine, ses jambes, comme si elle découvrait elle-même qu'elle n'était pas habillée, ou comme si elle cherchait, ce qui dans son aspect pouvait bien heurter Ange, si violemment qu'il paraissait vouloir la démolir à distance. Ensuite, elle a ri, ingénument, en secouant la tête avec beaucoup de grâce. Je me rappelle que, le soir où nous avons reçu nos voisins pour arroser la naissance de Souar, pourquoi l'avoir prénommé ainsi? Ai-je dit au téléphone à mon fils, inquiète, mécontente. Ange a désigné à tout le monde la fenêtre de l'étudiante en clamant. « Vous connaissez les manières de cette fille ?» Il a alors décrit, puis imité comment elle se pavane, et il est parvenu à donner une telle impression d'obscénité, simplement en marchant, lui, à tout petit pas serré, la bedaine en avant, les fesses un peu dressées, que les Dumez et les Foulques en particulier en ont été très gênés. Ainsi que je l'ai senti, car ce sont de si braves voisins, des gens si innocents d'une certaine façon. J'ai eu envie de dire à Ange, mais non, elle ne ressemble pas du tout à ça. Mais je me suis contenté de sourire avec amusement, craignant qu'Ange ne me commande d'imiter la jeune femme à mon tour si je le critiquais. Et je ne suis pas assez chaste pour reproduire honnêtement la désinvolture naturelle avec laquelle elle se montre à nous, me suis-je dit, et je serai à peine moins fausse et indécente qu'Ange. Cette merveilleuse apesanteur de la fille, nous ne l'avons pas du tout, ai-je pensé non plus, que cette gentillesse un peu simple, un peu frustre, c'est pourquoi nous ne savons qu'être hideux en voulant la railler.